to infinity and beyond! En novembre 1995, Toy Story sort au cinéma. C'est un film au concept simple, nos jouets prennent vie en notre absence, mais pourtant le succès est retentissant. C'est le premier film d'animation entièrement en images de synthèse. C'est une prouesse technique, mais pas seulement. Pixar a réussi à faire un film drôle, qui parle aux adultes comme aux enfants, avec du sous-texte et une dramaturgie solide. L'animation jusque-là dominée par Disney basculait dans une nouvelle ère. Une ère où Pixar était le roi, le maître absolu du storytelling visuel. Mais aujourd'hui, 30 ans plus tard, l'ambiance est très différente. Pixar ne fait plus l'unanimité, Disney recule et le public s'est tourné vers d'autres voies. Alors une question se pose, qui sera le prochain roi de l'animation? En Occident, puisque le Japon est à cas à part, mais on y reviendra plus tard dans la vidéo. L'histoire de Pixar depuis 2015, c'est compliqué. Après un âge d'or incroyable avec des films comme Ratatouille, Wall-E, Lao et bien sûr Toy Story 3 qui nous a tous fait pleurer, le studio se retrouve absorbé par les priorités de Disney. Entre 2020 et 2022, Disney change de direction. Bob Chapek prend la place de Bob Iger, un autre Bob, sauf qu'à ce moment-là, le Covid débarque et les studios à Hollywood perdent de l'argent. Pour le récupérer, Chapek va mettre en place une politique qui, à long terme, va faire du mal à Disney. Une stratégie centrée sur Disney+, et ce pour absolument toutes les licences que la souris possède, et surtout, mettant la quantité par-dessus la qualité. Par conséquent, l'animation a été mise en retrait. À part pour les productions Star Wars, sur Disney+, l'animation n'a eu le droit qu'à des formats courts. Pour les films Soul, Luca et Turning Red, Pixar n'a eu le droit qu'à des sorties exclusivement digitales, tandis que les films Walt Disney Animation avaient le droit à des sorties en simultané, streaming et salles de cinéma. Et la politique de Chapek impose aussi une communication minimaliste et surtout le moins de prise de risque créativement parlant. Parce que s'il y a bien une chose que Disney a compris à ce moment-là, c'est que la nostalgie, ça rapporte gros. Pour Pixar, du coup, ça change. On leur demande de renforcer leur licence, de produire plus vite et de réduire leur budget. Et alors que les nouvelles histoires et les nouveaux styles graphiques ne font clairement pas l'unanimité, Disney s'immisce dans le processus créatif du studio. Le personnel Pixar évoque souvent trop de réécriture forcée, des visions artistiques modifiées pour coller aux algorithmes de Disney+, et forcément, ils ressentent un besoin urgent de retrouver leur indépendance créative. En 2024, avec le retour de Bob Iger, Pixar a subi une réduction d'effectifs de 175 personnes. C'est 14% de ses effectifs, dont Iger a justifié le licenciement comme nécessaire pour revenir à une politique de qualité primant sur la quantité. Tout ça pour dire que Pixar commence tout juste à se remettre de plusieurs années difficiles et qu'il est trop tôt pour l'enterrer. La plupart des prochains films qu'ils ont prévus sont des suites de licences appréciées. Et même si pour certaines on ne comprend pas vraiment pourquoi elles existent, la plupart des gens iront les voir. Et Disney a déjà surmonté de nombreuses crises par le passé. Même si la différence avec celle-ci, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de concurrence. Le jour où Disney et Pixar sortent Elio en salle, K-Pop Demon Hunter sort en même temps sur Netflix. Et même si c'est un Netflix Originals, le film est une production Sony Pictures Animation. Demon Hunters va réduire Elio au silence. Le film est devenu un vrai phénomène et a battu des records impressionnants, comme être le film le plus vu de la plateforme et rester en tête des charts pendant 16 semaines consécutives. Pour ce qui est de l'animation, Sony est l'opposé total de Disney. Quand Disney n'était pas encore trop obsédé par les chiffres et qu'il croyait encore un peu à leur magie, Sony Animation avait été créé dans le simple et pur but de générer du profit. Aujourd'hui, quand n'importe quelle décision créative de Disney empêche le corporate à 20 000 km à la ronde, Sony laisse la liberté nécessaire à ses artistes pour faire leurs films. Quand elles sortent Into the Spider-Verse en 2018, c'est un choc mondial. Like, what's up, danger? Like, what's up, danger? Le film mélange la 2D et la 3D, casse volontairement les codes de l'animation avec les frames manquantes, s'inspire du comic book dans son style graphique et prend de sacrés risques narratifs. Raconter une histoire autour du multivers avec 5 Spider-Man différents, tout en mettant en avant l'avènement de l'un d'entre eux, tout ça avec du cœur, de l'humour et de manière cohérente, c'est pas tout le monde qui réussit à le faire. C'est une bouffée d'air frais à sa sortie, mais surtout un pari dans la décennie où Pixar et Disney dominent absolument tout. Un pari qui paye, puisqu'en 2019, le film remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Sony a continué sur cette lancée avec les Michel contre les machines et la suite de Spider-Verse, ce qui a lancé un nouveau langage visuel dans le milieu de l'animation, en envoyant comme message que l'animation pouvait se libérer du style imposé par Disney et que les studios pouvaient expérimenter sans avoir peur de ne pas trouver d'audience. DreamWorks l'a prouvé d'ailleurs en adoptant ce langage visuel pour son retour en force avec The Bad Guys et surtout le Chapeauté 2 qui, en plus d'une animation magnifique, nous a livré un vilain mémorable. D'ailleurs, quand c'est le cas, je ne parle de la peur de ne pas trouver d'audience, Sony se tourne vers Netflix, comme ils l'ont fait avec K-Pop Demon Hunter, mais aussi Vivo auparavant. Et ce ne sont pas les seuls.
Sur Netflix, il y a tout un écosystème autour de l'animation qui s'est créé. Ils accueillent les projets refusés ailleurs. Nimona, par exemple, était essentiellement un projet de Disney qui a trouvé son audience grâce à Netflix. Ils produisent des films récompensés aux Oscars, comme Klaus ou encore le Pinocchio de Guillermo del Toro. Et en soi, ils créent un espace pour toutes les formes d'animation. Suite à Pinocchio, la plateforme s'associe à Guillermo del Toro pour créer un studio dédié à la stop motion. Et sur Netflix, donc, on trouve de tout. 2D, 3D stylisé, animation pour adultes, animation plus expérimentale ou encore même des animés. Mais bon, représenter la diversité de l'animation, tout ça, vous vous doutez bien qu'il y a un pays qui le fait depuis déjà très longtemps. On ne peut plus ignorer l'explosion de l'animation japonaise à l'international. Suzume, Jujutsu Kaisen Zero ou encore plus récemment Demon Slayer, le Château de l'Infini, des films qui, en Occident, dépassent pour certains des blockbusters américains. Ce succès est dû à la variété du médium. Même si en termes de 3D, ils n'ont commencé qu'à combler leur retard très récemment, dans les productions animées japonaises, on retrouve des drames, des thrillers, des romances, de la fantasy. Le Japon séduit parce qu'il traite les films d'animation comme des vrais films, parce que son industrie respecte le médium. Et la tendance qu'on observe, c'est que là où les studios occidentaux se rendent compte qu'ils peuvent faire autre chose avec l'animation, les audiences occidentales, elles, se rendent compte qu'une alternative à l'hégémonie de Disney existe ailleurs depuis longtemps. S'il faut quand même parler du Japon dans cette conversation, c'est parce que malgré le fait que sa percée en Occident soit récente, le roi de l'animation, c'est lui. Alors quel studio exactement, je garde ça pour une potentielle autre vidéo. Mais sa place de numéro 1, en tout cas, c'est un non-dit. Donner la place de roi à Netflix pourrait être censé au vu de l'environnement qu'il crée pour l'animation. Seulement ce serait réducteur et irrespectueux pour les studios à qui ils font appel pour faire leurs projets. D'autant plus que la plateforme annule beaucoup trop rapidement ses projets. C'est pourquoi Sony semble être le choix le plus juste. Le studio innove, ose, influence le reste de l'industrie et crée des phénomènes culturels mondiaux. Rien que cette décennie, ils sont déjà plutôt bons, donc ils pourraient reprendre la couronne de Pixar. J'ai dit pourrait parce qu'en réalité, avec la mort de la monoculture, je ne pense pas qu'on aura qu'un seul studio qui écrase les autres. Si Disney a du mal, c'est aussi à cause du fait qu'il cherche à satisfaire tout le monde à une époque où tout le monde cherche quelque chose de différent. Avec le Japon et même le reste de l'Asie qui commence à suivre, le paysage de l'animation se diversifie plus que jamais. Et c'est les histoires où les artistes peuvent le mieux s'exprimer qu'on retiendra le plus. Le vrai défi pour l'Occident, notamment Hollywood, c'est de faire en sorte que le reste de l'industrie cinématographique respecte enfin l'animation pour l'incroyable médium qu'il est. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre point de vue autour de la situation en commentaire, je serai très curieux de vous lire. Et pensez à vous abonner à tous nos comptes sur Instagram, le compte cinéma, le compte combat, le compte politique, mais aussi le compte musique. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.